Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme il y a encore plein de places à l'avant, je vais vous demander de vous rapprocher. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide. Vous verrez mieux, vous entendrez mieux, et les premières chaises sont les plus confortables. Bienvenue à cette nouvelle conférence. Je vous remercie pour votre présence. Ce n'est pas toujours évident d'être là un samedi soir. Parfois, il y a des réunions de famille, il y a des repas, il y a des fêtes, il y a des événements qui surviennent à l'improviste. Merci pour votre présence. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir parmi nous M. Thierry Depeut, qui est échevin du logement, du développement économique et de l'urbanisme, qui nous parlera brièvement après la conférence des futures règles en matière d'urbanisation, d'artificialisation et de rénovation urbaine, ainsi que les grands projets pour la ville de Péruwelz. Donc c'est un honneur parce que c'est la première fois que nous recevons quelqu'un de la commune. Donc on peut déjà l'applaudir s'il vous plaît, comme ça on s'échauffe un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Christian Mostosi, donc je suis médecin, je suis l'organisateur des conférences. C'est un cycle de conférences gratuites, entièrement gratuites pour vous, pas pour moi. C'est organisé toutes les 6 semaines sur des sujets divers, variés, intéressants. Donc je vous invite encore à revenir les prochaines fois. Alors pour nous éviter les sonneries des tuches ou la 9e symphonie de Beethoven, veuillez éteindre votre GSM, votre smartphone. Comme ça, l'orateur tout à l'heure ne sera pas dérangé pendant sa conférence. Et les spectateurs pourront rester concentrés. Tout d'abord, je tiens à remercier les sponsors qui soutiennent cette organisation. Si quelqu'un souhaite devenir sponsor, n'hésitez pas, n'est-ce pas, tu peux devenir sponsor aussi. On recherche des sponsors. Et alors la ville de Péruwelz, évidemment, est la bienvenue, en tout cas pour nous faire au moins la communication. Je souhaite aussi remercier, parce que ça je ne l'ai pas fait les fois précédentes, à la technique Gérald, qui est toujours là le soir. Donc merci Gérald, parce que sans toi, voilà, tout ça ne pourrait pas être possible. Merci aussi à Anne-Sophie et François qui prennent les photos. Vous avez apporté votre appareil, super. C'est toujours intéressant pour après pouvoir faire une communication sur les réseaux sociaux. Attention, attention, effets spéciaux, voilà. Donc ça c'est un plan. David, tu reconnais un petit peu tout ce qui est architecture. C'est un plan de la salle. Moi, je suis là. Ça, c'est la scène. Hein. Donc là, le grand rectangle devant vous. Voici les sorties de secours qui vont s'afficher. S'affichent, voilà, les sorties de secours. Donc, il y en a à votre gauche et à droite. Ce qui est important aussi à savoir, c'est les WC qui sont dans le couloir, hein, accessibles, hommes et femmes. Et alors, surtout, là, le point rouge, ça c'est le buffet pour tout à l'heure après la conférence. Hein. C'est aussi très important, mais ce sera après. Donc il va falloir vraiment tenir le coup, mais ça ira très bien avec la présentation de David. Ce sera fluide et agréable. Alors cette fois-ci, le buffet est fourni en fait par le restaurant Baijiu de Péruwelz. Donc si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Donc pas ce soir malheureusement, mais dès demain, vous pouvez y aller. Voilà. Êtes-vous déjà rentré chez vous en remarquant une nouvelle fissure dans votre maison, dans le mur du salon, chez vous, ou en vous demandant si cette tache d'humidité n'est pas en train de redessiner un petit peu la carte du monde? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Hein, on a plusieurs à avoir des soucis avec notre propre habitation, appartement, maison. J'essaye à tout prix de tourner la page, voilà. Mais surtout, hein, il faut savoir que les habitations, votre maison, votre appartement, ça vit, ça respire, et parfois ça souffre. Alors quand ça souffre, quand vous souffrez, vous faites appel à qui? Vous faites appel à un médecin. Eh bien, le bâtiment a aussi le sien, comme médecin, c'est l'architecte. Alors, comment distinguer une simple ride du temps d'un problème plus sérieux? Et surtout, que faire quand notre habitat commence à nous envoyer des signaux de détresse? Ce soir, nous avons la chance d'accueillir un véritable médecin des bâtiments. Waouh, tu as la pression maintenant sur toi.
un expert des pathologies du bâti pour lui éviter le burn-out. Nous allons explorer les diagnostics et les solutions adaptées. Faut-il simplement surveiller, réparer ou tout refaire? C'est toujours la hantise du propriétaire. Évitons les mauvaises surprises alors. Il ne porte pas de blouse blanche et n'a pas besoin de stéthoscope. Merci d'accueillir David Van Hache. David qui est gérant du cabinet IDCité à Bruxelles. C'est aussi devenu un ami et collaborateur puisque nous sommes régulièrement en contact dans le cadre d'un projet de construction de centre médical en République démocratique du Congo qu'on présentera juste après. Voilà. David, tu as à peu près 1 heure. Il y aura après un temps de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions, mais un à la fois. Donc vous respectez bien après. Je vais vous poser une question à la fois. Comme ça, tout le monde pourra poser ses questions s'il y en a beaucoup. Je suppose qu'il y en aura beaucoup. Et puis, monsieur Léchevin va venir aussi nous présenter quelques minutes ce qu'il a à nous présenter. Voilà. Merci beaucoup et bonne présentation. Voilà. Merci, Christian. Ah oui. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci, Christian, pour cette petite introduction. Je n'ai pas la blouse blanche, mais par hasard, j'avais quand même mis la petite veste. Alors effectivement, l'habitat, tout le monde est confronté à une série de problèmes, fuites, fissures et autres, parfois sans savoir réellement non plus si c'est grave, pas grave. Voilà, les gens vivent dans parfois des biens qui sont dans un état dont ils ne sont même pas conscients, parfois de la gravité aussi de certaines situations qui peuvent entraîner soit des problèmes, des risques incendie, feu, chute, toute une série d'autres problèmes qui vont parfois même jusqu'à l'écroulement. Et ça arrive, même si on pense toujours que ça n'arrive pas ou que ça arrive qu'aux autres. Mais voilà, il y a parfois des cas de figure où on est sur, je pense que vous avez peut-être entendu récemment une habitation là, qui s'est partiellement écroulée parce que, voilà, à côté, on a creusé pour faire des travaux. Et puis subitement, petite fissure, grosse fissure. Et pendant le week-end, boum, il y a tout un pan de façade qui s'est écroulé d'une habitation. Donc voilà, ça arrive malheureusement. Donc il faut faire attention et il faut surtout, à un moment donné, se rendre compte, voilà, est-ce que c'est grave, docteur, ou pas. On appelle aussi pathologie les maux qu'on peut rencontrer dans une habitation. Et donc il faut aussi, à un moment donné, pas attendre que ça s'écroule pour se poser la question, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Et donc il y a quand même toute une série de signes, on va dire avant-coureurs, qui nécessitent, voilà, le nez qui coule, on va voir le médecin. Ben oui, petite fissure, tache d'humidité au plafond, dans les murs. Ben, à un moment donné, c'est bien de se poser la question et de faire appel à un professionnel. Ce soir, je voudrais voilà, parce que c'est un vaste sujet, on peut dire plein de choses, tout et n'importe quoi. Je vais prendre 4 exemples en fait de bâtiments dans lesquels j'ai récemment fait une étude, une analyse, une expertise. Donc on a fait le tour du bâtiment, on a analysé tout ce qui était problématique et on a, voilà, j'édite en général des rapports. Ici, je parlerai uniquement et je vous montrerai uniquement les photos pour que ce ne soit pas trop compliqué non plus au niveau compréhension, terminologie et autres. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu en fait de comment je procède quand je rentre dans un bâtiment. J'analyse les problèmes, je décèle tout ce qui nécessite une analyse. Et puis en général, voilà, dans mes rapports, c'est toutes les préconisations et les solutions pour remédier. Voilà, donc ce sont les 4 bâtiments, on va dire, et 4 sujets que je voudrais aborder ce soir. Donc là, on est sur une habitation avec plusieurs logements, petit immeuble appartement situé à Dinan, entre la Meuse, le chemin de fer, donc pas forcément l'endroit le plus privilégié, un peu coincé quand même. On va voir toute une série là, de soucis. Donc, il n'y a aucun trucage dans les photos, hein. Parfois, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est bien réel, mais effectivement. Alors, on passe très souvent sur des problèmes de non-conformité électrique avec des compteurs,
qui sont un peu mis dans tous les sens. Bon, il y a toutes ces zones ont besoin de protection au feu aussi, tout ce qui est compteur électrique, gaz et autres et bien souvent, voilà, c'est, soit la porte ouverte, soit, une simple porte. Quand il y a un problème, électrique, ça peut prendre feu, le gaz, ça peut exploser et donc s'il n'y a pas des protections, particulières, bah, voilà, c'est la propagation, à tout l'immeuble. Voilà, ici, on voit aussi, bah, début de fissure sur la photo, de gauche. Alors de nouveau, c'est pas parce qu'il y a une fissure que ça va s'écrouler. Mais, s'il y a une fissure, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein. Donc il faut, essayer de comprendre d'où vient la fissure, pourquoi elle est là, est-ce que c'est dangereux, grave, pas grave, comment la réparer? Donc tout ça sont des éléments qui sont, importants à prendre en considération. Sur la photo, du milieu, bah, voilà, on a une fenêtre qui s'ouvre, la lèche, la partie, on va dire plane, entre le sol et le dessous de la fenêtre, n'est pas très élevé. Il y a des règles à respecter. 90 centimètres, c'est le minimum en partie plane et il faut normalement 1,10 m, voire 1,20 m. Ici, clairement, petit enfant là qui se balade, la fenêtre ouverte, boum, on tombe, chute, bon voilà, on peut se faire très mal, voire se tuer. Donc tout ça sont des éléments, à prendre en considération. Photo de droite également, on se retrouve avec, des garde-corps dans les cages d'escalier, trop bas, donc inattention, risque de chute également, hein. On continue avec, bon, c'est souvent, quand même les parties, électriques, installations, techniques de l'immeuble qui posent, problème. Voilà, avec des câblages qui sont un peu mis, dans tous les sens. On ne sait plus quel câble sert à quoi. Voilà, c'est à un moment donné, on coupe un câble, mince, c'était pas le bon. Voilà, donc là aussi, toute une série d'attentions à apporter sur, voilà, comment sont mis les câbles dans des goulottes pour, bien repérer aussi, à quoi sert, quoi. Voilà, tout ça, c'est important pour la sécurité et la pérennisation de l'immeuble. Local compteur, voilà, de nouveau, ce sont, tous des éléments qui doivent être bien sécurisés, mis distinctement dans des espaces pour, éviter, en tout cas pas à côté d'une chaudière où, voilà, il se passe quelque chose à la chaudière, vous avez tous vos compteurs là qui explosent et votre maison, qui part en fumée, hein. Voilà. Bon, ça se voit pas très bien, peut-être, sur la photo, il y a un pointeur en fait là? Non, 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 mais, c'est quel bouton là haut? Ah, le rouge là? Ah oui, voilà, voilà. Donc en fait ici, voilà, vous avez, la sortie, de la chaudière. Bon, alors on est sur une petite fenêtre, mais de nouveau, là aussi, tout est une série de règles qui sont, à respecter sur, la sécurité. On verra plus loin, une sortie de, gaz brûlé là qui est juste à côté d'une fenêtre ou en dessous d'une fenêtre. Donc de nouveau, voilà, on va à la fenêtre, on respire le bon air, mais, malheureusement, c'est pas le bon air, ce sont les gaz brûlés de la chaudière qui est juste en dessous, hein. Voilà, on passe, sur, toute une série, de sujets, que vous avez sans doute, on l'espère pas, mais, auxquels vous avez été confrontés. C'est, tout ce qui est humidité dans les murs, humidité qui vient, du sol. Tout ce qui est maçonnerie, béton, briques et autres sont des éléments qui sont, poreux, qui, font, un peu phénomène de buvard et donc qui aspirent, l'eau qui est présente soit dans le sol, soit dans les pieds de mur, l'eau qui éclabousse, le bas du mur quand il pleut. Tout ça sont, des éléments qui, font que l'eau, reste, sur une paroi et puis pénètre dans la paroi et finalement, au fur et à mesure de transiter de l'extérieur vers l'intérieur, commence à dégrader, vos murs petit à petit. Puis ça prend des proportions. Les plafonnages, n'aiment pas du tout, l'humidité et donc, voilà, on se retrouve avec, des grandes taches, des efflorescences, qui viennent dégrader et pourrir vos meubles. Voilà, alors ça vient par le bas, ça vient par le haut aussi quand, on a des problèmes, avec les corniches, les toitures, toutes des zones, en débordant dans une façade sont tout, des sources de pénétration d'eau dans les maçonneries. Bon voilà ici, au hasard aussi, un autre, aspect technique, c'est, sur la photo de droite, on est, sur, un chauffe-eau qui,
voilà, dans cette habitation, au petit immeuble, voilà, percolation, mauvaise connexion au niveau de tuyaux, et puis ça goûte au fur et à mesure, et puis ça passe à travers les étages, ça attaque les planchers, les structures portantes, et donc voilà, tout ça sont des éléments qui viennent dégrader l'habitat. Bon, les parties les plus importantes, voilà, quand on sort, il pleut, on se protège, on met un parapluie. La toiture d'un bâtiment, c'est un peu, l'effet, parapluie, quand on sort, et donc c'est un sujet important, auquel il faut faire, bien attention pour, protéger votre bâtiment. C'est par là que bien souvent l'eau, pénètre et commence à dégrader les constructions. Voilà, les toitures, ça tient quelques dizaines d'années, mais voilà, de nouveau, il y a toute une série de signes, avant-coureurs qui peuvent, aussi, vous indiquer que la toiture commence, à prendre de l'âge, que les, matériaux qui constituent la toiture sont en train de s'abîmer, de se dégrader. L'apparition de mousse, à la base, c'est pas trop grave, mais si ça commence à prendre des proportions et qu'on ne voit plus, les ardoises ou les tuiles et on voit plus que la mousse, il faut se poser des questions et se dire: «Tiens, il est peut-être temps là de faire un peu de nettoyage». Ça peut protéger dans un premier temps, mais à la longue, ça abîme, ça dégrade, ça maintient l'humidité et donc ça accélère la dégradation, des, matériaux, de toiture, et donc après, vous imaginez tout ce qui peut arriver, infiltration et autres. Alors là, de nouveau, c'est pas le oh, pardon, c'est pas l'élément, le plus marquant, parce qu'il y en a eu d'autres, mais bon, voilà, ici, vous voyez, la végétation qui commence, à pousser. La végétation, c'est très bien, mais il faut la laisser en dehors de la maison et surtout pas la laisser pousser dans les corniches, les toitures, et autres. Les racines, tout ça, ça dégrade les maçonneries. Voilà, les autres sujets, souches de cheminée sont aussi, de manière très récurrente, les sources de pénétration d'eau. Voilà, parce qu'on a une connexion entre un élément incliné, un élément vertical. On a des solins, donc ce sont des pièces métalliques, qui viennent, faire les raccords d'étanchéité. Tout ça, à la longue, ça bouge avec les dilatations, la chaleur, le froid. Donc ça se détache, et puis ce sont des petits points de pénétration d'eau. Ça coule au niveau des cheminées, ça rentre dans les toitures. On voit ici sur la photo, de droite là, voilà, toutes les auréoles. Le bois, c'est un très bon matériau. Tant qu'il est sec, vous pouvez le garder, des dizaines, voire des centaines d'années. Une fois qu'il est en contact avec une humidité permanente, il y a une accélération de sa dégradation, son pourrissement, et puis ça créer des désordres dans les toitures. Et puis tout ça sont des choses, des dégradations qui s'accélèrent. Ça s'accélère de manière exponentielle, et ça crée de gros désordres. Voilà, de nouveau, l'enveloppe du bâtiment reste toujours un point, préoccupant. Voilà, il faut, tout ce qui est corniche aussi. On voit ici les peintures, de nouveau, tout ça, ça paraît, peut-être anodin dans un premier temps. OK, voilà, on vit avec, mais voilà, une peinture est quelque chose qui protège le bois, qui a une durée de vie de 7 ans, maximum. Et donc tous les 7 ans, tout ce qui est châssis, corniche et autres, toutes les boiseries, éléments, peints, bah, il faut, les poncer, les traiter pour, maintenir, un degré de vie et une durabilité, de ces éléments-là. Bon, au même titre qu'on prend soin de son corps, on se lave tous les jours, tous les 2 jours, maximum. Bah, voilà, un bâtiment, ça nécessite, de l'entretien. On met des crèmes, sur sa peau pour, éviter les rides et tout ça. Bah, de même, un bâtiment, bah, faut mettre des crèmes, il faut mettre, soit des produits d'entretien, des peintures, rafraîchir, les éléments, nettoyer. Voilà, quand on voit les terrasses là qui sont au milieu, alors peut-être que ça vous paraît, on va dire, relativement normal, mais voilà, tout ça sont des accélérations de dégradation, qui posent problème. Alors sur la partie, la photo du milieu, on a aussi, voilà, le garde-corps, qui est, juste, quelques barreaux. Bon voilà, c'est pas ça qui, sécurise, non plus les gens qui peuvent aller sur la terrasse. Donc ça, c'est aussi des sujets, qui sont assez, récurrents et très importants en termes de sécurité.
Voilà, on revient sur, voilà, les dégradations, les pignons, parties, latérales des maisons qui sont, souvent sujets à des expositions, un peu plus, récurrentes, soit de pluie et autres. On voit apparaître des petites taches, petit à petit ça s'agrandit. On a des murs qui, se verdissent, complètement et donc ça crée, des décollements d'enduit et on se retrouve, après quelque temps avec, ce qu'on a sur la photo, du milieu. C'est, l'eau qui reste derrière, les joints de la maçonnerie qui se dégradent, les enduits qui se décollent et tout ça, accélère la dégradation des façades. Voilà, ici on se retrouve dans la bouche d'évacuation, là voilà. On est, sorti d'une chaudière juste au-dessus d'une fenêtre. Bon voilà, ça paraît rigolo, mais ça existe. Voilà, donc il y a aussi le problème des entrepreneurs, des gens qui, n'ont pas conscience de toute une série de règles qu'ils peuvent avoir, les règles sont pas là pour, pour embêter les gens, hein, donc peut-être qu'on peut les voir et les comprendre comme ça. Mais bon, il y en a quand même toute une série de règles qui sont là pour, on va dire, garantir la sécurité, des occupants, la santé, au niveau santé, au niveau, risque de chute et autres et donc voilà. Si, parfois, on se sent contraint par une série de règles, elles ne sont pas toujours, mauvaises et ici, on a vraiment la preuve là d'une situation qui est pas acceptable. Alors l'humidité reste, quand même, toujours allez, le gros souci et l'ennemi numéro un d'une habitation, hein. Donc il faut, garder une habitation sèche, c'est, quand même, le challenge majeur pour, garder sa pérennité et réduire au maximum, sa dégradation. Voilà, ici on a toute une série d'exemples de murs qui, voilà, ont été mal protégés, qui ont subi les affres du temps. Alors c'est vrai que cette maison est dans un environnement, juste à côté, de la Meuse où, évidemment le taux d'humidité est peut-être un peu plus élevé qu'ailleurs, mais voilà, montre justement, toutes les dégradations, les fissurations qu'on peut avoir avec, après le risque d'écroulement, même si ce sont des murets de jardin. Bah, ça arrive très, fréquemment qu'on se retrouve avec, des murs qui s'écroulent. Voilà, ici, on est de nouveau sur, des éléments extérieurs avec, voilà, des paliers sur, cette photo ici, des fissures. Voilà, à un moment donné, si on ne fait rien, les armatures qui sont dans la dalle, bah, elles tiennent le béton, mais ça peut se sectionner et vous avez, des éléments, qui s'écroulent. Ici, c'est, verdurisation, exagérée aussi d'un petit chemin, voilà, ça peut simplement, emmener à glisser et à se faire mal, mais à un moment donné, les matériaux, aussi se dégradent. Voilà, donc l'entretien d'un immeuble, ça reste aussi un challenge parce que, quand, je fais des expertises, très souvent, je me rends compte que, la dégradation des matériaux, sont vraiment, consécutifs à un manque d'entretien. Voilà, un nettoyage, d'abord, un nettoyage de terrasses et autres. Voilà, tout ça paraît aussi anodin, mais voilà, 1 à 2 fois par an, c'est nécessaire de passer, le Karcher, sur une terrasse, de refaire, des joints. Les joints, c'est pas éternel. Un joint, ça a une durée de vie de 2 ans à la base, hein, donc voilà, je pense pas qu'il y en a beaucoup ici qui refont leurs joints, tous les 2 ans de carrelage, de châssis et autres. Voilà, pourtant, dans les normes, c'est 2 ans maximum. Après 2 ans, ils commencent, déjà à se rétracter, à micro-fissurer, des choses qu'à la limite, vous ne voyez même pas, mais l'eau, petit à petit, s'insère, dans ces, petits interstices et avec, les cycles gel-dégel, ça gonfle, ça éclate, ça accélère. Bon voilà, puis l'eau pénètre et puis, voilà, c'est comme ça que vous avez des terrasses, et des zones qui sont, ondulantes parce que, voilà, l'eau est passée par là. L'eau, c'est la vie, mais c'est en même temps aussi, la mort, hein, pour, certains sujets. Donc, voilà, c'est toujours, quelque chose, d'assez, préoccupant. Bon voilà, je passe, certaines choses, mais, voilà, de nouveau ici, une petite image rigolote, à un moment donné, il faut,
aussi tous les câblages qui partent dans tous les sens pour alimenter les différents appartements. Bon, voilà, c'est pas très rassurant de voir un tel maillage là, de câbles qui passent un peu partout. Ça témoigne aussi d'un manque de cohérence et souvent, quand on a des biens qui sont, voilà, avec autant d'exemples de sujets mal gérés, mal tenus, bon, ça témoigne, soit du manque de préoccupation des occupants, pour leur bâtiment et ça, accélère aussi, quelque part, les dégradations parce que tout est fait sans réflexion, sans concertation et donc voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des immeubles où ici, voilà, il y a énormément de travaux, qui vont devoir être faits et avec, le syndic qui gère, l'immeuble, on est même en train de se demander si, voilà, on doit aussi, mettre, aux normes, avec, tout ce qui est, isolation et autres. On demande si on ne va pas, suggérer à un moment donné ou en tout cas étudier la démolition et reconstruction de l'immeuble parce que, voilà, il y a un moment donné où on peut arriver à des points de non-retour. Tout est possible en termes de réparation et travaux dans un bâtiment. Mais ça peut coûter très cher et à un moment donné, il vaut mieux, repartir sur une base saine et la meilleure base saine, là, c'est, on démolit et on reconstruit, hein. Voilà un deuxième immeuble, là, on se retrouve, au plein centre de Bruxelles, en intérieur d'îlot donc voilà, un bâtiment, relativement, difficile, d'accessibilité. La périphérie de l'immeuble, se trouve ici, voilà, enfin, vous voyez, on est autour de jardins, donc beaucoup de murs aveugles, quelques petits espaces, ici avec, des fenêtres et 2 façades qui donnent, dans une petite cour. Voilà, la rue se trouve là-bas, on a encore une petite cour ici. Voilà, donc c'est, pas beaucoup de possibilités aussi d'aller inspecter, l'extérieur de son bâtiment et donc on se retrouve de nouveau dans un cas de figure où, voilà, énormément de dégradation, des petits conflits entre copropriétaires, personne, ne bouge. Voilà, ici, je voudrais, mettre en avant une des techniques, que j'ai développées aussi, ces derniers, mois, au niveau de l'analyse des immeubles. Donc, voilà, j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui est, pilote de drone. Voilà, on ne peut pas piloter un drone, comme ça, sans avoir des accréditations, sans faire appel, à la direction générale du trafic aérien et tout ça. Voilà et donc, pour ce genre de bâtiment et spécifiquement ce cas ici, bon, j'ai utilisé, un drone pour faire une analyse extérieure. Permet de filmer le bâtiment, de digitaliser, enfin de récupérer les images, mettre ça dans un logiciel spécifique et on peut, traiter, tout ça et refaire une maquette 3D sur base des photos, zoomer, aller voir, tout ce qui pose problème et en parallèle, le drone est équipé d'une caméra thermique qui permet aussi, non seulement d'aller, voir, tout ce qui est, pont thermique et autres, on verra après là quelques images, mais ça permet aussi de voir les fissures puisque, voilà, quand on est en période, plus froide, la chaleur, traverse les murs et on peut déceler, des désordres au niveau des structures de l'immeuble grâce, à ces caméras thermiques. Donc voilà, ce sont des outils qui, aujourd'hui, sont très intéressants et aident à aller plus loin et à pousser plus loin, l'analyse, et la recherche des pathologies dans un immeuble. Voilà, ici on retrouve, de nouveau, ce bâtiment-là, toute une série de problèmes, liés, à des taux d'humidité, infiltration. Bon, je vais passer, rapidement les sujets, qu'on a déjà un petit peu vus, mais voilà, on se retrouve de nouveau dans des zones confinées, petites cours, comme on le voit ici. Dégradation des murs, les joints qui, commencent à s'évider, donc tout ça sont des signes aussi, de désordre qui, sont présents depuis, de nombreuses années. Un joint ne se dégrade pas, même si, un joint souple n'a qu'une durée de vie de 2 ans, mais les joints en ciment ne se dégradent pas aussi vite quand même et donc là, on a laissé ce bâtiment se dégrader pendant, nombreuses années. L'évitement des joints, fragilise,
la maçonnerie et donc ça entraîne aussi, des tassements, dans les murs et fissurations, qui peuvent entraîner, des désordres un peu plus graves. Alors, en termes d'entretien aussi, c'est tout ce qui est, les caniveaux. Voilà, ça paraît anodin, nouveau, mais voilà, avec, les pluies, les boues, les argiles, éoliens là qui viennent, se mélanger à la pluie, bah, tout ça, crée des agglomérats et on finit par, colmater les évacuations. L'eau stagne, ça monte dans la cour et puis boum, ça pénètre dans le bâtiment, hein. Voilà, de nouveau, toute une série, bon les infiltrations, au niveau des fenêtres, c'est quand même un sujet, assez classique, mais, entre autres, voilà, parce que soit, les portes, se ferment mal et les joints au niveau des, éléments ouvrants des châssis, sèchent aussi, se dégradent. Donc tous les, X années, c'est aussi des choses à devoir, remplacer. Les, mauvaises fermetures ici, des fenêtres, tout ça paraît des petits détails, mais voilà, ça participe à des désordres qui peuvent, avoir des conséquences assez importantes. Voilà, comme, Christian le montrait, au début, bon voilà, c'est une, infiltration dans les plafonds. Ce sont des choses, voilà, je pense, pas dire que tout le monde a un jour, vu ça, mais voilà, c'est, des sujets qu'il faut, tenir à l'œil. On voit une petite tache au plafond, bah, voilà, il faut, se demander d'où elle vient, pourquoi elle est là. Ça peut cacher des choses, dans des faux plafonds qui sont plus graves que simplement une petite coloration de son plafond, hein. Voilà et on se retrouve avec, à certains moments, bah, des grandes zones comme ça où, tout le mur, la peinture, cloque, ça se décolle. Voilà, c'est pas juste une question de décoration, c'est, bien souvent le témoignage d'un désordre plus et d'un mal plus profond, hein. Voilà. Si on veut faire des parallèles avec, la médecine, il y a parfois certaines expressions corporelles là qui, voilà, dont une petite tache sur la peau, des choses comme ça, où on dit: «Tiens, oui, c'est pas très grave», mais voilà, il faut parfois aller chercher, plus en profondeur, l'origine du problème parce que ça peut être, des problème beaucoup plus, structurel et grave pour, le bâtiment, hein. Alors ici, on se retrouve aussi, hein, à la longue avec, des éléments de structure qui, bon, c'est censé être, une ligne droite et on voit la belle, courbe. Alors on isole, les toitures, on fait des petits travaux, on rajoute, des murs par-ci par-là. Ce sont, toutes des choses qui, de nouveau, doivent être considérés avec beaucoup d'attention, de réflexion et s'assurer, voilà, qu'on ne va pas déstabiliser, rajouter du poids là où il ne faut pas et un jour, créer, pratiquement l'écroulement d'un bâtiment parce que, voilà, on a voulu, faire une nouvelle chambre dans son grenier. On a rajouté de l'isolation, tout ça, ça pèse et dans les habitations ou les bâtiments qui sont plus anciens, on était avec des dimensionnements structurels assez justes et donc rajouter du poids, a des conséquences sur l'immeuble. Bon, ici, ça peut, faire sourire là, mais voilà, on se retrouve, dans une douche avec, un petit fil, l'ampoule, voilà, c'est de nouveau, sans trucage donc voilà, si, il y en a qui veulent faire comme, Claude François, pourquoi pas? Mais voilà, c'est, super dangereux évidemment. Il y a toutes des normes à devoir, respecter quand on est dans une salle de bain. Sécurité, lampe, étanche, on ne sait jamais, les éclaboussures qu'il peut, y avoir et donc voilà, ce sont des choses qu'on rencontre quand même, très, très souvent, hein. C'est pas un petit, le 1er cas que, je rencontre en expertise donc voilà, ça veut dire qu'il y a des conscientisations aussi à faire sur les normes en termes de sécurité, gaz, électricité. Tous les équipements techniques d'un bâtiment doivent être, surveillés avec attention, hein. Voilà, les locales chaudières est toujours, problématique et on retrouve ici de nouveau, une sortie de cheminée un petit peu sauvage. Là, on était carrément, avec la cheminée qui sortait, bah, l'évacuation des gaz qui est, chez le voisin. Donc voilà, évidemment,
les gaz, c'est chez soi. Bon, ici, on est dans un environnement, assez, étriqué, on va dire, intérieur d'îlot, tout le monde est un petit peu l'un sur l'autre, mais c'est pas une raison pour aller, sortir sa chaudière, dans le jardin ou même sur la toiture du voisin en se disant: «Bon, c'est pas grave, c'est sa toiture». Voilà, chacun doit évidemment, rester chez soi. Bon, les cas de figure, on retrouve ici, bon, il y avait, je sais pas, une vingtaine de centimètres, on est là, et après c'est la chute. Voilà, donc de nouveau, voilà, manque de considération des risques éventuels, assez graves, là, même se tuer. Sur l'image suivante, de nouveau, on retrouve, voilà, cette même problématique ici. On peut grimper là. Après, il y a plus que, ouais, une soixantaine de centimètres pour se protéger. Ici, les gens s'installent là, on ouvre la fenêtre, on prend l'air, petite distraction, boum, on se retrouve en bas. Et sur la dernière photo, là, les gens se sont dit: «Bon, le garde-corps, ça m'embête, ça gêne la vue». Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, ils ont été l'enlever, ça faisait plus sympa. Voilà, mais une fois qu'on est en bas, ça l'est un peu moins. Bon, un sujet qu'on retrouve aussi, bon, peut-être plus fréquemment dans les petits immeubles ou gros immeubles, appartements, hem, dans les milieux, urbains, ce sont, les garde-corps, les balcons, les dégradations, tout ça, à l'époque, bon, était fait de manière très simple. On coulait une petite dalle, on mettait un garde-corps, une petite poutrelle pour tenir l'ensemble et puis, voilà. La connaissance de l'évolution des bétons et leur tenue dans le temps a évidemment, fort évolué. Ce qui se faisait à l'époque de manière un petit peu innocente, aujourd'hui, bah, on se rend compte là que, voilà, un béton ça vit, ça peut se dégrader très rapidement, c'est pas éternel et donc on a régulièrement des cas de figure où, voilà, c'est, les dégradations de poutrelles. J'ai énormément de dossiers sur, Bruxelles où, voilà, on doit condamner, les balcons parce qu'ils sont, pratiquement, sur le point de tomber. Les gens n'ont pas conscience, de la gravité de la situation et il y a, de manière, relativement fréquente quand même dans les faits divers, des balcons qui tombent, qui cassent carrément et puis, voilà, donc dans les immeubles appartements, donc c'est, quelque chose qui est assez fréquent et de nouveau qui n'arrive pas qu'aux autres. Bon, ici, tout ce qui est, toiture plate, c'est, en comparaison avec les toitures en pente, sont aussi des sujets qui posent souvent problème. L'évacuation, les stagnations d'eau. Alors la stagnation en elle-même n'est pas, un problème particulier pour la membrane, mais à partir du moment où ce sont des grandes stagnations, qu'on a la membrane qui devient vieille, les, raccords entre les éléments, les laits de la membrane qui se détachent, bah, évidemment, ça facilite la pénétration d'eau. On ne voit pas ça tout de suite, ça rentre d'abord dans le complexe de toiture, dans la dalle et puis, voilà, on voit une petite tache au plafond, on se dit: «Bon, c'est pas très grave». Mais en général, quand, ça se voit au plafond, c'est que ça fait déjà un paquet d'années que, l'eau pénètre de manière, insidieuse dans la structure et puis quand on va voir sur sa toiture, bon, souvent, c'est un peu plus catastrophique que ce qu'on imagine. Donc de nouveau, dans l'entretien des bâtiments, bah, voilà, faire passer, soit de soi-même, soit de faire passer un professionnel, on recommande quand même en général, 1 fois par an, un petit passage, vérifier, l'état des toitures, l'état des joints, les évacuations, tout ça sont des choses qui, sont importantes. Voilà, parce qu'avec, le zinc, c'est un très bon matériau, mais il a un pouvoir et un coefficient de dilatation assez important et donc il y a beaucoup de tension dans les éléments et donc on se retrouve avec, soit des jonctions ici qui fissurent ou des, clous de fixation là qui sautent parce qu'il y a eu, ça a tiré, ça a poussé. Voilà, il y a un moment donné, boum, ça saute, l'eau rentre par là et petit à petit, c'est, la dégradation, hein.
Voilà, la toiture plate a été un sujet où on s'est dit, «Bon voilà, c'est impossible de bien faire une toiture plate, de la rendre étanche», et donc voilà, c'était un petit peu, pendant, ou jusqu'à encore, quelques années, la fatalité de se dire: «Bon, une fois qu'on a une toiture plate, il faut accepter, presque le fait que, qu'il y ait des infiltrations». C'est pas une fatalité, il y a des règles à respecter, elles sont très bien établi, mais il y a beaucoup de professionnels de couvreurs et autres qui ne les respectent pas. Et donc on arrive à des situations où évidemment l'eau contourne les membranes. Ici, on se retrouve avec voilà, un petit bout de rehausse, la part, évidemment, dès que l'eau s'écoule sur la membrane, mais boum, ça passe à côté avec de nouveau le soleil, les membranes noires qui prennent des températures importantes, ça dilate, ça se décolle et puis, l'eau passe, au-delà de la membrane et ça rentre, dans le bâtiment, hein. Voilà, donc ça c'est, nouveau quelques sujets. La dia suivante, voilà, là on est, clairement sur, ce que je vous expliquais au début. L'image, de gauche, bon c'est toutes ces photos ont été prises avec le drone en fait, hein, donc on a capturé, des images pour pouvoir, après zoomer, on ne s'est pas baladé, hein, donc toutes les photos, qui sont passées avant, c'est le drone, enfin en tout cas la plupart sur l'extérieur. C'est le drone qui les a pris, on était dans le jardin et puis, voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut aller, quand même dans le détail. Des Ça aurait été très compliqué, d'aller, faire toutes ces photos. L'outil, drone nous a permis, voilà, en sécurité déjà et d'aller faire une première inspection. Donc là, on a une image thermique en fait qui montre tout ce qui est rouge, ce sont, des zones de déperdition, ou en tout cas, c'est des zones chaudes. Tout ce qui est, bleu, comme on a ici, sont des zones froides. Si, vous voyez la photo à côté, ben voilà, c'est, la présence d'eau ici. On se rend compte du fait, de toute cette zone, chaude en fait, la chaleur, on était en hiver là quand on a fait, cette inspection. Bah, voilà, on voit la chaleur qui traverse la toiture, la chaleur de l'appartement qui est en dessous. Donc voilà, ça c'est clairement une toiture qui, n'est pas isolée. Elle aurait dû être, bleue ou en tout cas, dans les bleus et au maximum, vert, mais voilà, donc ça c'est, la vision de toutes les déperditions. C'est très intéressant parce qu'on voit, clairement, quand on veut aussi, isoler, un bâtiment, parce que c'est vraiment un challenge là pour, le parc immobilier en Belgique. L'isolation, bah, voilà, on peut analyser, l'enveloppe d'un immeuble, voir où il faut isoler, comment on peut isoler. Donc ça nous aide, pour, bien cibler les interventions, que l'on doit faire. Voilà ici, donc on était, de nouveau, on a refait un petit peu, l'analyse. On voit que tous les pignons ici sont complètement rouges. Donc, voilà, ce sont des grandes surfaces de déperdition. Donc ça veut dire consommation, assez élevée. Donc on est sur un immeuble qui était assez vieux. Donc il y a pas de coulisses, il y a sûrement pas d'isolant. Le mur, c'est un mur plein, donc la brique, va de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et donc évidemment, les gens chauffent et cette chaleur, migre, petit à petit vers l'extérieur et puis, s'en va dans la nature, hein. Ou encore toute une série de photos qui montrent un peu l'état, de dégradation des corniches. Bon, tous des points, petits raccords, les coins, les recoins, tout ça sont des zones très, très sensibles. Bon, l'avantage aussi, d'avoir un drone, là, c'est de pouvoir aller, faire des analyses, dans des zones, qui sont difficilement accessibles. Donc ça nous permet aussi et ça nous donne, on va dire un support, assez efficace et donc de plus en plus, on essaye aussi de proposer, pour, je travaille pour beaucoup de syndics, aussi, sur Bruxelles, bah, c'est de proposer des services d'analyse, réguliers du bâtiment pour, justement,
voilà, anticiper certaines dégradations et proposer, on va dire, des plans d'entretien et de maintenance, de certaines zones du bâtiment bien spécifiques dont on sait, qu'elles vont, voilà, subir beaucoup plus de dégradation ou, de manière, plus régulière. Voilà, donc on se trouve, voilà, c'est, déjà des choses dont on a parlé, précédemment, mais, voilà, c'est pour montrer, à quel point un bâtiment peut se dégrader. Voilà, c'est humidité, sur les façades, les, dégradations des maçonneries, des joints. Quelques exemples un peu, caractéristiques. Bon, ici, on a des, fenêtres qui sont comblées, elles sont un petit peu, encore des trous à gauche, à droite, donc voilà, tout ça ressemble un peu à du bricolage, hein, mais de nouveau, absence, on va dire, de réflexion globale quand soit on entretient, soit on rénove un bâtiment. Ce sont des petites interventions, plic-ploc. Il n'y a pas de vision globale et donc voilà, on sent très clairement un bâtiment qui a fait l'objet d'une analyse, en profondeur et ceux qui, voilà, on s'est dit: «Tiens, on va faire une petite intervention là, une petite intervention là» et donc ça manque de cohérence, ça manque de rigueur dans, la manière dont le travail, est fait et donc à terme, c'est toutes des choses qui, génèrent des dégradations. On peut se dire: «Tiens, ça coûte moins cher, on fait, petite intervention vite, vite», mais voilà, un jour ou l'autre, ça se paye, hein, donc voilà, donc c'est vrai qu'un bâtiment, ça coûte de l'argent de l'entretenir, mais si on l'entretient bien, c'est de l'investissement qui est, et de l'argent qui est correctement, utilisé, hein. Voilà, bon là, c'est peut-être un peu petit, mais de nouveau, voilà, toute une série de zones là, ici, on est sur une fissure, là, je ne sais pas si avec les lampes, là, vous voyez clairement, mais voilà, on est sur des coins de bâtiments, où, les fissures commencent à devenir, un peu importantes et voilà, un jour, ça va s'écrouler si on ne fait rien. Bon, caméra, thermique de nouveau qui montre, toutes les zones de déperdition. Alors ça peut paraître, un peu illisible comme ça, hein, mais voilà les différentes couleurs pour, des personnes qui sont, habituées à voir, des images thermiques, ben, on peut vraiment bien analyser, les choses et essayer de pointer les interventions qui doivent être faites pour, régler les soucis, hein. Voilà, bon, il y a quelques petites images, ici un peu rigolotes, hein. De nouveau, là, la poignée de porte là qui est, proche du cadre et ici, tellement proche qu'on a été, faire une petite découpe, voilà, pour vous dire à quel point parfois cette réflexion globale, dans un bâtiment est importante pour éviter d'avoir, de telles inepties là quand même, un 3e, bâtiment du côté de Spie. Donc c'est vrai que mon bureau est situé, à Bruxelles, là, mais voilà, enfin 90 ou 85 on va dire, de mes projets, sont Bruxelles et sa périphérie. Mais bon, vous voyez, je vais quand même, assez loin aussi, Spie, près de Dinan. Donc voilà, la Belgique est, quand même petite. Donc on me demande parfois d'aller intervenir, un peu plus loin que sur Bruxelles. Alors ici, ce bâtiment, c'est, principalement des problématiques de façade en enduit sur isolant. L'enduit sur isolant est quelque chose, voilà, qu'on a fait, ces dernières, 15 ans, ces derniers 15 ans de manière, on va dire, très récurrente. C'est, un rapport, on va dire, qualité-prix qui est, presque imbattable. En tout cas, le prix au mètre carré, d'une façade en enduit sur isolant, c'est, pratiquement ce qu'il y a de moins cher. Mais le nombre de malfaçons que je rencontre en expertise, là, c'est impressionnant. Là, c'est, principalement, mon sujet
le plus commun. Ça peut être très joli, mais si c'est très bien fait, c'est une bonne durabilité, c'est une bonne qualité, mais franchement, le nombre de façades qui sont, bien faites, avec, tous les petits détails qui sont bien respectés, il y en a quand même, relativement peu. L'enduit sur isolant est très fragile, donc c'est un matériau qui peut, se dégrader à une vitesse, incroyable si on ne respecte pas les règles, de base. Il faut vraiment les suivre de manière très stricte. Donc ici, on a de nouveau, une petite tache, d'humidité. Bon, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment? Une fois qu'on va, voir dehors, on se rend compte, bon, c'est un petit peu compliqué là sur la façade, hein, mais ici vous avez l'enduit sur isolant, là on a un bardage bois et entre les 2 ici, je glissais ma main, tranquillement, donc c'était pas fermé. Donc voilà, bon, il ne faut pas s'étonner, que ça rentre, dans le complexe, dans le mur et puis que ça ressort. Voilà, on se retrouve ici, de nouveau avec, des câbles qui sortent, pas d'artifice particulier donc de nouveau, là, on met son doigt, on est, dans l'isolant. Il faut savoir que l'enduit, le crépi à l'extérieur, c'est ce qui rend, le bâtiment, et la façade étanche et donc tous les petits percements comme ici sont chaque fois des petites, piqûres et des petites entailles. Et donc si on ne les traite pas correctement, bah, l'eau pénètre. Alors les zones qui sont, très fréquemment aussi, l'origine de problèmes, ce sont, les raccords entre les seuils de fenêtres et l'enduit. Bon, on voit ici déjà que l'enduit est, complètement dégradé. On a une surface horizontale, l'eau arrive là-dessus, elle stagne, boum, elle passe là-dedans, elle rentre dans le bâtiment et ça se manifeste, par des taches d'humidité. Voilà, tout ça ça paraît de nouveau être OK, voilà pourquoi, c'est pas très grave, mais si, il faut beaucoup de précision dans, un enduit sur isolant. Il faut être hyper scrupuleux, sinon voilà, ça c'est un bâtiment qui a, que 2-3 ans, hein, donc c'est pas quelque chose qui a 15 ans. On pourrait se dire: «Tiens, oui, bon, voilà, ça a déjà un peu vécu». Non, ça s'est dégradé hyper vite parce que l'entreprise et sans doute, l'architecte qui a suivi les travaux a été assez rigoureux dans, la manière, d'exécuter les détails. Voilà, ici sur, l'angle, là, on en a déjà plus de crépi, on voit le treillis à l'arrière, donc l'eau peut rentrer. Ici, de nouveau, toutes les connexions, on a été mettre, un peu de mastic là pour, tenter de colmater, la fixation du garde-corps. Voilà, ici, on se rend compte qu'on a de nouveau, une grosse fissure. Cet élément-ci qui est censé la partie latérale qui est censée venir à ras, bon, elle est pratiquement, à l'extérieur, donc l'eau peut, pénétrer, à son aise. Voilà les raccords ici qui, laissent gentiment, pénétrer l'eau dans le complexe puisqu'on a, c'est une terrasse en bois ajouré, donc il y a rien qui empêche l'eau de passer, à travers. Voilà, on se retrouve avec des, étanchéités, qui remontent, tout légèrement. On voit toutes les traces, d'humidité ici et puis les gens s'étonnent qu'il y a de l'eau, dans leur appartement. Voilà, ici, bon, on a de nouveau un sujet, relatif à la toiture. Elle n'a pas été épargnée non plus et dans les appartements, ben, voilà, ce qu'on retrouve dans des chambres. Donc il faut quand même se rendre compte que toutes ces taches, ce sont des champignons, hein, donc il faut, pas, on fait pas de la culture de champignons sur ces plafonds, donc ça attaque, les bronches et autres, les muqueuses. Là, on pourrait, demander plus de détails au docteur Mostosi, là, mais avoir des enfants qui dorment dans des pièces comme ça, là, c'est bon pour, créer des soucis de santé évidemment, hein. Voilà, et donc ça c'est, quand on, regarde, ce qui se passe à l'extérieur, enfin à l'intérieur et puis qu'on va voir à l'extérieur, bah, de nouveau, manque d'entretien, accumulation, les détails, au niveau des Velux qui sont pas bons, et donc l'eau rentre, traverse, se stagne sur, des pièces de bois et puis et puis l'eau finit par, ressortir dans l'appartement. Ici, de nouveau, grosse infiltration depuis la toiture qui se trouve au-dessus. On est dans une salle de bain, ça dégouline le long du mur. Et ici, la grosse tache foncée sur le parquet. Pourtant, c'est un parquet en bambou, donc un bois qui est très très peu sensible à l'humidité, puisqu'il passe
en gros sa vie dans l'eau, mais ça n'empêche pas là de ne pas trop aimer l'infiltration, hein. Voilà, donc ce bâtiment est rempli de zones d'humidité parce que voilà, tous les détails extérieurs n'ont pas été bien gérés. On voit ici toutes des zones sans finition, sans raccord. Donc voilà, c'est tous des points où l'eau peut rentrer et aller dégrader l'intérieur. Bon, voilà, ici, petit joint là, qui fait plusieurs centimètres ouvert. Bon, voilà, c'est de nouveau une zone. Ici, la dégradation. C'est toujours principalement les raccords avec les ouvertures. Voilà, il faut mettre des treillis de renfort parce que de nouveau, il y a des tensions dans la façade et donc si, on ne met pas correctement les panneaux d'isolant, correctement les renforts, voilà à quoi on se retrouve. Bon ici, ça ne se voit pas trop de nouveau, mais il y a une belle grande fissure qui passe par là. Donc c'est pas du tout censé arriver, hein, donc si ça avait été correctement fait. Ici, de nouveau, là, boum, fissure horizontale, fissure, qui part par là. Voilà. Donc là, c'est clairement l'entrepreneur, il est bon pour, repartir faire une formation sur comment on met, les enduits, sur isolant parce que ça, c'est, un peu la catastrophe. Voilà, tous les raccords, la manière dont, les descentes d'eau, sont positionnées. Voilà et de nouveau ici, voilà donc sur les 4 façades de ce bâtiment, c'était, multitude, de fissures, de désordres, de peintures mal réalisées. Bon, un dernier, sujet, bon la ventilation, ça reste, la grosse préoccupation de la plupart des bâtiments aujourd'hui. Alors à l'époque, quand je dis à l'époque, c'était il y a 50-60 ans, vous aviez, vos châssis, qui fermaient pas très bien, votre porte d'entrée, on mettait le petit boudin pour éviter, que l'air passe. Voilà, c'était embêtant, mais quelque part, votre bâtiment vivait sa vie. Je m'explique, voilà, un être humain dégage, sur une nuit 7 litres d'eau, hein, par personne, hein. Donc, dans votre chambre, vous êtes 2, ça fait 14 litres. Prenez un gros seau d'eau, presque 2 seaux d'eau, vous le jetez par terre, c'est ce que vous avez dégagé, en fait. Voilà, ça paraît, complètement fou, mais c'est la réalité, hein. Donc c'est cette humidité, parce que c'est pas évidemment une flaque, qui se retrouve, sous votre lit, ça c'est de l'incontinence. Sinon c'est de la vapeur d'eau qui se met sur vos châssis, dans vos plafonnages, sur votre plafond, voilà, que vous ne voyez pas, mais qui est quand même bien présente. Votre ancienne habitation qui avait plein de petits filets d'air, qui passaient, bah, inévitablement, ça permettait à cette, humidité, de s'évacuer, hein. On a intégré toutes les notions d'isolation, d'étanchéité à l'air des bâtiments, voilà et puis on s'est rendu compte en fait que les petits joints qui étaient pas bien fermés, bah, c'était pas si mal que ça dans les vieilles maisons, il y a 150 ans, bah, elles ont pas ces problèmes d'humidité, mais donc on a été confrontés ces dernières, 10, 20 ans à grosse problématique d'humidité, noircissure, noircissement là des murs parce que voilà, on changeait, ces châssis. Avant, c'était le châssis qui était, la paroi la plus faible en termes de thermique, de l'habitation. Le mur était plus isolant, que le châssis et donc la condensation se mettait sur un vitrage. C'est pas grave, vous aviez votre vitrage un peu humide, mais ça ne dégrade pas. Un plafonnage n'aime pas l'eau, mais un vitrage, vous passez une petite éponge et voilà, il y a pas de moisissure qui se met dessus. On change le châssis, il est étanche, boum, c'est votre mur qui devient, la partie, la plus faible, on va dire, de l'enveloppe thermique et donc c'est là-dessus que l'humidité, va aller se mettre et donc boum, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, des zones, champignons et autres. Voilà, on se demande ce qui se passe, pourquoi, comment. Voilà, on cuisine aussi, manque de ventilation et donc on rend les bâtiments étanches, on les isole, mais on oublie d'extraire et d'évacuer toute l'humidité et donc ici, c'est typiquement, ce qu'on a sur, le dernier,
exemple, on va dire, ou cas de figure. Alors il y avait aussi, des humidités, suite à des infiltrations qui venaient, voilà, d'un mur, contre un escalier. Et donc ici, on se retrouve, heu, bâtiment, on va dire, bel étage avec, les caves, ici enterrées, le rez-de-chaussée, +1 avec, les pièces, de vie. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur avec, voilà, c'est zoomé, mais dans, le WC, il était, accolé ici. Et donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. On se retrouve avec, voilà, des murs, qui, sont un peu, gorgés d'eau. Voilà, si on voit l'évolution, c'est en général, on note, quand on est en expertise, on prend un crayon, boum, à telle date, on est là, janvier 2025, on est là. On voit que ça commence à prendre, de l'ampleur. Bon, donc ça, c'était de l'infiltration, clairement. Et on va voir, plus loin tous les désordres liés, voilà, ici un mur contre terre là qui n'a pas été, suffisamment, protégé. Bon, on met des peintures aussi qui, ont parfois un peu tendance à être filmogènes. Dans les anciens, bâtiments, on avait, plutôt tendance à utiliser la chaux, qui est un très bon, produit qui, permet un petit peu de gérer, on va dire, l'humidité d'un mur sans, que ça se dégrade, et donc joue un peu le rôle de régulateur, d'hygrométrie. Sans, voilà, il permet à la vapeur d'eau aussi de traverser une paroi sans arriver avec, un clocage, tel qu'on l'a ici, hein. Voilà, dans ce bâtiment, il y avait encore aussi une série de joints là dans les châssis qui, étaient complètement, vides et laissaient, passer l'eau. Voilà, et on se retrouve avec, même si c'est, un local enterré, bon, c'est une buanderie, ça dégage, on met du linge, ça dégage pas mal, d'humidité. On est, avec un mur, contre terre qui est froid, et donc toute cette, condensation là se met sur les murs, dans les coins. Les coins sont des zones qui sont, quoi qu'il arrive, moins ventilées moins accessibles par l'air qui circule, et donc ça a tendance à chaque fois, générer ces noircissures, hein. Voilà, et puis là, on se retrouve dans les pièces de vie. Donc là, on était sur le coin du séjour. Voilà, donc c'est complètement noir. Ici, en fait, il y avait un détail. Donc ils ont utilisé, c'est ce petit artifice architectural, on va dire, qui, consistait à mettre des briques verticalement pour aller ventiler, en fait, les caves. Mais évidemment, ça rajoute, de l'air froid, et donc boum, qu'est-ce qu'on, retrouve à l'intérieur? Un petit carré noir qui est, la condensation et le champignon qui, vient se poser. Voilà, tout ça parce qu'on rentre de l'air froid sur un mur qui est devenu, tout mince parce qu'on veut, ramener ça dans la cave, et donc ça se dégrade, hein. Voilà. Bon, ici, on se rend compte, là, c'est, censé être, l'évacuation de la hotte. Bon, c'est sûr que, ce genre de choses n'évacue, pas vraiment, et donc voilà, grosse accumulation, de vapeur d'eau. On cuit des pâtes, on fait un ragoût, des choses comme ça vous fait, des litres et des litres. Si cet, air n'est pas, chargé d'eau, n'est pas évacué avec les ponts thermiques, les maisons mal isolées, boum. Mais des châssis qui sont, par contre, étanches, bah, voilà, ça génère, tous ces soucis, hein. Voilà, dans une salle de bain, on a juste une petite grille comme ça. De nouveau, c'est pas des grilles qui, comme ça qu'il faut, mettre pour, extraire, toute l'eau et la vapeur d'eau générée par une douche. Donc il faut passer évidemment à des extracteurs mécaniques, voilà, qui tournent, ils sont censés tourner. La réglementation, c'est 24 heures sur 24 en permanence. Donc les gens disent: «Oh, ça fait du bruit, ça consomme». Ben OK, mais voilà, qu'est-ce que vous préférez? Des champignons ou un ventilateur qui tourne? Voilà, et puis les grilles, comme on voit aussi, sur, les, parties supérieures des châssis. Bon voilà, OK, quand il y a ça, c'est déjà pas mal, mais souvent, il y a des petits clapets pour régler les positions. Les gens se disent: «Bon, on va fermer ça parce qu'on n'a pas envie, d'air froid qui rentre». Alors c'est sûr que c'est embêtant, mais
quand le ventilateur est fermé, il fonctionne moins bien, hein. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a évidemment toute une série de dispositifs mécaniques avec le système double flux et autres. Voilà, dans les rénovations, c'est pas facile à intégrer, mais c'est des choses auxquelles il faut réfléchir pour bah, voilà, limiter et annuler toutes les dégradations et les désordres liés à l'humidité et à la vapeur d'eau qui est générée par l'être humain, les douches, les cuissons et autres. Voilà, c'était tout. On peut encore continuer très longtemps, mais voilà, merci à vous. Je pense par contre, voilà, s'il y a des questions, je ne sais pas comment Oui, oui, on va en poser. tu veux Donc gérer cette merci beaucoup David. partie. C'est dingue de Voilà, voir tous ces voilà. petits détails auxquels on ne fait pas attention, finalement Oui, être responsable de dégâts voilà, voilà. conséquents. Moi, je retiens personnellement le besoin de cohérence, la supervision, la réflexion dans l'entretien d'un bâtiment. Parce que souvent, bon, on se dit, voilà, comme tu nous as montré plusieurs illustrations de choses auxquelles on se dit, bon, c'est pas grave, un petit joint par-ci, un petit joint par-là. Moi, dès lundi, je vais prendre contact avec mon entrepreneur. Il est dans la salle d'ailleurs. Donc, je vais demander pour revoir plein de petits détails. Comme en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. C'est tout à fait applicable Certes. Voilà. dans ton domaine. Moi, j'avais juste une chose à rajouter. On a vu les exemples de moisissures sur les murs. Alors, il y a certaines moisissures qui sont tout à fait inoffensives, d'autres qui sont très conséquentes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à prendre un prélèvement et à l'amener dans un laboratoire spécialisé. Il suffit de regarder sur Internet, laboratoire spécialisé d'analyse de moisissures, de champignons, si vous en trouvez sur les boiseries, etc. Ça ne coûte pas très cher. Il y a certaines moisissures, certains champignons qui sont, comme je l'ai dit, inoffensifs, mais il y en a d'autres qui peuvent être responsables d'asthme ou qui peuvent être responsables d'infections pulmonaires mortelles. Donc, il faut vraiment y accorder une attention particulière. Voilà, s'il y a des questions, donc une à la fois, posez une question aussi à la fois. Si vous avez toute une série de questions, voilà, on va laisser aussi la possibilité à d'autres de les poser. N'hésitez pas à lever la main. Il n'y a personne? Oui, ça me fait plaisir, ça me rassure. J'ai regardé tous ces acomptes. Ah, pardon. Donc, en regardant tous les éléments, voitures et tout ça, moi, j'ai un gros problème chez moi. C'est l'eau dans la cave. Donc, petite piscine, dans les rigueurs. Mais bon, donc, est venu d'une infiltration que j'observe entre la jonction mur et sol. Tout est bétonné. Alors, quand je l'avais acquis cette maison, il n'y avait rien. Maintenant, avec les années, puis ça s'affiche par des infiltrations venant de nappe phréatique ou autre du sol. Et puis, au bout du compte, comme ça revient malgré le temps, qu'il se fasse beau ou chaud, ça continue. J'ai fait appel à l'assurance incendie. Un expert est venu, il a analysé en profondeur et puis il a constaté, comme l'eau est propre et qu'elle n'est pas sale, peut-être que ça viendrait d'une fuite de canalisation. Alors bon, j'ai fait appel à SVDE qui est venu, il dit non, il n'y a pas de fuite. Bon, il a remplacé le raccordement, mais il n'y aurait pas de fuite. Pour en savoir plus, un technicien me dit qu'il faudrait alors couper l'eau de la rue, et là, on saurait. Maintenant, quelque part, je me dis, la SVDE a un seul bureau à Verviers, il n'y a pas d'autre succursale, et c'est un peu comme le combat de David contre Goliath. On ne va pas se déranger pour un cas. Mais enfin, quelque part, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'imagine peut-être étancher les murs, alors peut-être l'eau va trouver un chemin, et miner peut-être le mur de la maison, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez un avis à ce sujet, une réponse? Voilà, je vous remercie. Mais alors, bon, alors on peut de nouveau, hein, une analyse de l'eau peut éventuellement être faite pour déterminer si c'est de l'eau de distribution, parce qu'il y a certains composants dedans, là, chimiques, là, qui pourraient permettre de dire si c'est de l'eau de ville ou pas, ou alors si c'est de l'eau d'une nappe phréatique, il y aura une composition un peu différente. Donc ça, c'est une première chose qui peut être faite, analyser l'eau. Après, il a plu pendant 1 an et demi, hein, grosso modo, là, de manière intensive et beaucoup plus forte que ce qu'on a pu avoir même ces 10-15 dernières années. Donc, c'est très probable qu'à un niveau de nappe phréatique
se soit élevé et plus que ce que vous ayez connu précédemment. Donc voilà, je ne sais pas où est située votre maison évidemment, là, mais ça peut être un élément qui est venu ramener de l'eau dans vos caves. Des traitements par l'intérieur sont possibles, mais voilà, de nouveau, sociétés spécialisées il y a des sociétés qui donnent des garanties de 10 ans, hein, donc il faut vraiment faire ça de manière professionnelle, sinon vous allez colmater un mur et puis ça va ressortir par l'autre mur, donc ça ne va pas vous aider, puis vous allez faire ça de place en place et ça va continuer à rentrer par un autre côté, puis ça va passer par en haut, donc voilà, il faut vraiment faire ça avec une société qui maîtrise le sujet. Mais il y a des produits qui existent par l'intérieur pour colmater des pénétrations d'eau, même avec une pression à travers un mur, hein. Voilà. Mais bon, première chose, à mon avis, on peut analyser l'eau pour voir si c'est de l'eau de ville ou l'eau de pluie, ou l'eau de source. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai un mur. En fait, j'ai une vieille maison. Les murs font 50 cm d'épaisseur. Et il y a un mur entre le salon et le couloir de l'escalier qui monte aux chambres et la salle de bain. Et ce mur, à l'époque, il y avait sur le côté une petite cave, un truc de 80 cm de profondeur, éventuellement pour mettre du vin. Et j'ai une rivière, en fait, qui est juste quasiment à 5-6 mètres de la maison qui passe et beaucoup d'infiltration d'eau. Mais la maison, ça va. Il n'y a pas trop d'humidité, sauf ce mur que j'avais mis en peinture. Et je me suis rendu compte que la peinture s'est effritée. Elle est partie, elle s'est décollée. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est, parce que j'avais eu une idée, en fait, ce serait de percer le mur et de mettre des bouchons quadrillés de façon à faire partir cette humidité à fur et à mesure du mur, puisque quand je l'avais peint, je l'avais bloqué, et donc plus de dissipation d'eau. Et la question, c'est qu'est-ce que je peux faire à part de percer pour mettre une infiltration de produits éventuellement. Mais je sais que si je fais ça, ça va ressortir ailleurs. Puisque à l'époque, les maisons étaient bâties quasiment sur de la terre, battue avec un béton ou pas. Elle est vieille, elle doit avoir au moins 2 siècles, cette maison. Okay. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et alors, donc c'est vrai que aujourd'hui, on met des barrières pour éviter les remontées capillaires, parce que dans un sol, il y a toujours un minimum d'eau. Avant, à l'époque, on maçonnait les premiers états de blocs directement sur le sol et la fondation, elle descendait de quelques dizaines de centimètres maximum, hein, même si c'était 10 centimètres, c'est déjà pas mal. Donc voilà, de nouveau, vous avez sans doute... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait avant que vous peigniez votre mur, mais est-ce que c'était un enduit à la chaux ou quelque chose comme ça? Parce que c'était très fréquent à l'époque, enfin, ou dans les maisons de cet âge-là. La chaux, de nouveau, permet un certain transfert d'humidité. L'eau était sans doute présente dans votre mur, mais voilà, avait la possibilité sans doute de s'évacuer dans la pièce sans que ça ne marque ou que ça n'ait d'impact sur le mur et sa décoration. Les peintures aujourd'hui, alors même si on a tendance à revenir sur des peintures respirantes, mais ce n'est pas la norme de base. Donc si vous allez chercher une peinture, on va dire au bricot dans un magasin de bricolage, voilà, il y a potentiellement un certain degré d'imperméabilité ou une peinture un petit peu filmogène, et donc il va avoir tendance à limiter les transferts d'humidité entre votre mur et le local. Et donc les cloquages sont le signe en fait de ce côté filmogène de la peinture, là. Donc, alors après, vous pouvez faire des injections. Donc on fait des trous tous les 10 cm. On injecte des produits qui vont vous faire une barrière pour empêcher l'eau de remonter. Voilà, mais avec le risque toujours de nouveau, voilà, que comme vous l'avez dit, que ça parte un peu à gauche, à droite. Donc voilà, si vous avez une cave en dessous, je ne sais pas si elle a été rebouchée ou pas. Il y a plus de cave. On l'a quasiment, on l'a, oui, on l'a quasiment Ouais. comblée, puisqu'elle ne servait à rien, 80 cm.
Ouais, c'était ouais, pas je sais que assez c'est pas très pour grand là, mais l'utiliser. bon voilà, il faut voir si voilà, si vous avez ne fût-ce qu'un petit regard, voir s'il y a de l'eau qui s'est mis là-dedans et C'est possible. voilà, qui a pu se mettre. Et sinon, bon, enfin, c'est efficace hein, les injections. Hein, donc il faut juste s'assurer qu'à un moment donné, voilà, vous alliez suffisamment loin ou au-delà de la zone problématique pour vous assurer que l'eau reste bien dans le sous-sol et ne va pas aller se mettre ailleurs. Hein, mais voilà, c'est toujours le risque, c'est de faire ce bout-là, et puis de faire ça, et puis de faire ça, et puis voilà. Sinon, c'est peinture à la chaux, donc ça existe. Il faut aller dans des magasins un peu plus spécialisés. Donc, ce sont des peintures qui permettent, enfin, qui sont à base de chaux et qui permettent justement à votre mur. Bon, vous n'allez pas enlever l'humidité qu'il y a dedans, mais au moins il vivra sa vie sans être impacté par cette petite humidité. Hein. Voilà. Alors, il y a plus de 3 ans, juste en face de la maison, une station de collecteur d'eau usée a été implantée. Et depuis lors, j'ai des problèmes sur problèmes. Donc, ça a commencé, c'était à 12 mètres quasi en face, et de la maison Ouais. voisine 10 mètres. Donc, il paraît que c'est 12 mètres légalement. Alors, ça a commencé par des flux électriques. Et j'ai vécu pendant plusieurs mois, puis j'ai dû partir de cette maison. Et il y a 1 an, c'est de l'eau continuellement dans la cave, donc des infiltrations aussi. Et donc voilà, ma question est plutôt au niveau de l'expertise. Donc j'ai contacté des génies civils universitaires pour l'électricité, la construction, etc. Mais voilà, c'est la région wallonne et c'est l'intercommunal, donc IPAL. J'habite à Tournai, donc un village à côté. Et c'est une catastrophe pour ma maison. Elle est vieille aussi, donc il y a plus d'un siècle. Donc, qu'est-ce qui a Voilà. été construit alors? C'est une station C'est une station de d'épuration, collecteur hein. d'eau usée qui a Ouais. coûté des millions d'euros et qui est une Ouais. catastrophe. Alors, les voisins, on est peu, hein, n'ont pas de cave. Moi, j'ai une cave et donc voilà, c'est de l'arrivée d'eau constante maintenant. J'ai fait venir aussi la SWDE, donc Société Wallonne des Eaux, qui me dit, Ouais. écoutez, madame, on ne peut pas, mais à notre avis, ça vient de cette station en face. Et donc, c'est situé dans un creux, dans le village, donc voilà, ça Donc, votre viendrait de maison est en cette colline. contrebas de cette Oui. station, quoi, c'est ça? Donc, ma maison est Ouais. située dans un contrebas, et donc l'eau Ok. déferlerait derrière la maison de cette colline, plus ou moins. Donc voilà, cette eau génère aussi de l'électricité. Ce sont Ouais, des courant pompes vagabond, hein. industrielles Ouais. d'une force ultra puissante. Bon. Alors, en justice, je veux bien, mais ça peut durer. Hein. Ça coûte et ça peut durer. Et ma question, c'est plutôt au niveau de l'expertise. J'ai fait énormément de démarches. Et donc, pour l'eau, cette arrivée d'eau, est-ce qu'il y a moyen de localiser d'où vient cette eau? Parce que, bon, là, c'est dans la cave, mais la provenance et l'électricité également. Voilà, il y a un géobiologue qui est venu, mais qui n'a pas de pouvoir au niveau justice. Hein. Mais ils ont constaté, ils ont dit, écoutez, vous ne pouvez plus rester ici. Voilà. Merci. Bon, voilà, comme ça, c'est un peu évidemment difficile là, de donner des solutions à part déménager, mais ce n'est pas une bonne réponse. Mais bon, voilà, après, il y a de nouveau, voilà, donc ça coûte de l'argent, évidemment. Bon, des analyses d'eau parce que on peut déceler beaucoup de choses hein, dans l'analyse et dans les résidus qu'il peut y avoir, qui peuvent éventuellement... voilà, il faut faire des comparaisons entre l'eau qu'il y a dans votre cave et celle qui sort de la station. Après, oui, il faut mettre en place des expertises un peu plus poussées et vous faire accompagner par des professionnels de l'expertise hein, donc, et de la pathologie de la construction. Et voilà.
Oui, oui, bon, alors, pas de réponse concluante là, pour l'instant. Oui, bon, enfin, il y a des bureaux spécialisés hein, en expertise, en pathologie de la construction. Donc voilà, il faut à un moment donné mettre en place. Voilà, ce sont des procédures assez lourdes qui coûtent de l'argent, qui prennent des années. Mais voilà, si vous avez un impact tel dans votre habitation, bah, évidemment, il faut pouvoir. Voilà, je ne sais pas si vous avez une défense juridique, style ARAG ou autre. Voilà. Mais assurance protection juridique, là, c'est une assurance qui vous permet de faire appel à un expert. Et c'est l'assurance qui prend en charge les frais d'expertise. Et donc, cette personne va être mandatée par votre assurance protection juridique pour justement faire toute une étude, hein. Voilà, alors je crois que c'est pas en quelques minutes, quoi qu'il arrive, qu'on trouve les solutions, hein. Parfois, ça peut être rapide, mais voilà, si on est dans un cas de figure assez compliqué, ça demande des analyses. Parfois, il faut prendre des spécialistes aussi de certains domaines. Donc, voilà, une expertise, c'est une méthode de travail qui doit être suivie, mise en place, respectée pour trouver les solutions. C'est pas juste voilà, en mettant son doigt dans l'eau et en le léchant qu'on trouve la réponse, quoi, hein. Donc, voilà. Oui, 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 bon. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai une question un peu plus généraliste sur le bâti wallon vieillissant, justement. Oui. Vous parliez de manque d'isolation, d'humidité partout. Il y a un problème global, c'est le manque de rentabilité, je pense, pour les propriétaires de rénover leurs bâtiments qui sont vieillissants comme ça, parce qu'ils n'auront pas plus de loyer derrière pour autant. Et donc, comment est-ce qu'on va Mhm. arriver à rénover nos centres-villes et arrêter de construire à la campagne? Ça fait un petit peu partie du sujet que je voulais aborder après. Ouais, ouais. Mais comment rendre rentable la rénovation urbaine, en fait? Je ne sais pas si vous avez des pistes Bon, alors, c'est une question effectivement surtout très, dans un très cadre où, en pertinente. plus, on a diminué les aides récemment, Oui, donc oui, ça oui, tout à devient fait, hein. presque impossible de rénover une maison en centre-ville, Ouais. quoi. Ouais, donc les aides ont quand même donné un certain coup d'accélérateur et ont aidé quand même beaucoup de personnes. Mais bon, voilà, c'est les caisses, que ce soit Bruxelles, région wallonne, elles sont vides. Donc à un moment donné, on sait pas, l'État ne sait pas continuer non plus à tout financer ou à financer des grosses parties. Bon, surtout qu'il y avait quand même eu des financements qui étaient sur des sujets bon, peut-être un petit peu périphérique et bon, voilà, ça c'est personnel, mais il aurait peut-être fallu plus rapidement se concentrer sur les gros sujets d'isolation. Il y a même des primes à l'époque pour des ampoules et autres. Ok, bon, c'est bien, mais il y a beaucoup d'argent qui est parti pour changer ces ampoules. À un moment donné, c'est l'enveloppe de l'immeuble qui est le plus important. Bon, aujourd'hui, dans le discours que je tiens dans euh, tous les projets de rénovation énergétique que j'ai, bon, voilà, on se rend compte que euh, la valeur d'un bien diminue aujourd'hui parce que vous voulez vendre votre maison. Pratiquement, une des premières choses qu'un nouvel acquéreur pose comme question, c'est quelle est la lettre, voilà, de votre bâtiment, hein. Bon, il y a 5 ans, ce n'était pas encore du tout la préoccupation première des gens. Aujourd'hui, ça le devient. On a des échéances qui sont maintenant mises 2050 et l'échéance la plus lointaine, mais PEBC pour l'ensemble du patrimoine immobilier. Bon, c'est un gros challenge. On ne sait pas comment on va y arriver, mais voilà, c'est déjà pas mal de l'avoir fait. Mais donc aujourd'hui, vous avez votre bien, en fait, au lieu de maintenir sa valeur, il est en train de perdre de la valeur, clairement. Et donc, il faut sensibiliser, à mon sens, les propriétaires actuels de cette perte de valeur, en fait. Et donc, s'ils veulent garder, on va dire, leur bien, c'est même plus augmenter la valeur de leur bien, mais c'est au moins le garder à niveau et éviter la chute de valeur patrimoniale, bah, il faut faire cet investissement, hein, clairement, hein. Et donc, c'est un changement aussi de culture, d'attitude à intégrer dans
qui va prendre encore des années et des années. Petit à petit, les gens s'en rendent compte, mais il va falloir faire une communication qui va beaucoup plus dans ce sens. Et voilà, si vous voulez transmettre à vos enfants un patrimoine qui a à tout le moins gardé sa valeur, bon, et peut-être un petit peu augmenté, il va falloir faire des planifications d'investissement pour isoler. Bon, et alors isoler aussi de manière rationnelle, parce que on revient toujours au même sujet, c'est une planification sur l'ensemble d'un bien qu'il faut faire. C'est pas faire des petits travaux plic-ploc comme ça à gauche, à droite. C'est franchement arriver à faire un bilan énergétique d'abord de son bien. On sait quelles sont les parties qui sont les plus importantes en termes de déperdition. C'est commencer à les localiser, voir ce que ça coûte, quel est le ratio coût par rapport à efficacité ou amélioration énergétique. Aussi pour tout doucement pousser les gens à aller isoler les parties, on va dire, peut-être qui coûtent les moins chères et qui apportent le plus de pourcents d'amélioration de l'amélioration énergétique. Et voilà, et comme ça, petit à petit, arriver à mettre en route une dynamique d'isolation. Et on sait très bien qu'il y a une partie, toutes les parties d'un immeuble ne pourront pas être isolées à moins de tout raser et tout reconstruire. Mais bon, voilà, ça, on sait qu'on ne pourra pas le faire non plus. Et donc voilà, petit à petit, comme ça, commencer à changer les mentalités et voilà, arriver à pouvoir progressivement, sur les X dizaines d'années, attendre vers le C. Alors le C peut être, je pense, atteint de manière relativement facile à partir du moment où on a une bonne analyse de l'enveloppe d'un immeuble et si on a vraiment bien pointé ce qu'il faut faire comme travaux. Là. Mais c'est vrai que toutes les villes et tous les centres urbains vont être confrontés voilà, à cette problématique, entre autres, parce qu'on va devoir isoler des pignons qui débordent chez le voisin. Il y a des gens qui, non, vous ne touchez pas, vous n'allez pas mettre votre isolant sur ce mur-là qui déborde chez moi. Bon, voilà, c'est des questions qui arrivent très régulièrement. Mais bon, on sent quand même, en tout cas dans les projets que je suis, petit à petit, une dynamique qui commence à une réflexion au sein des propriétaires, voilà, qui intègre la nécessité voilà, d'investir. Il faut encore avoir l'argent pour investir, évidemment, mais il faut planifier ça, parce que chaque fois reporter, c'est comme l'entretien, c'est comme des petits travaux. Chaque fois repousser les choses, finalement, on arrive à une masse de travaux, une masse d'argent de travaux qui est pas supportable. Et donc, voilà, faire des planifications sur 5 ans ou 10 ans avec un document qui vous dit, OK, voilà, vous devez arriver là dans X années, vous avez X années pour le faire, préparez-vous maintenant, dès maintenant, à commencer à économiser, à réfléchir comment vous allez faire petit à petit, par quoi on va commencer pour que cette rénovation énergétique ait du sens, en fait. Voilà. Encore des questions ? Vous êtes tous en train de penser à vos fissures à la maison ? Pour les anciennes maisons, pour ceux qui ont encore des toitures en éternite, Oui. il y en a qui pensent parfois faire des bardages isolantes directement dessus. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on peut ou on peut pas? Ouais, on peut pas évidemment, hein, parce que bon, déjà tout ce qui est amianté, voilà, alors des ardoises, on va dire que c'est peut-être ce qu'il y a de moins dangereux en soi, puisque tant que l'amiante reste emprisonnée dans le matériau et qu'elle n'est pas volatile, bon, voilà, pour la santé, c'est pas une catastrophe non plus, hein. Donc voilà, je sais qu'il y a des discours qui sont beaucoup plus critiques que ce que je peux tenir, mais voilà, il y a d'autres matériaux beaucoup plus friables où les particules amiantées sont plus vite dans l'air. Mais voilà, de nouveau, il faut à un moment donné assainir un bâtiment. Et donc, vous avez de l'amiante, vous savez qu'il y a de l'amiante, il faut l'enlever. Voilà. Oui, ça coûte. Voilà.
Effectivement, hein, mais voilà, ça fait partie aussi des choses qui doivent être mises en place pour, à un moment donné, arriver à un bâti qui est sain. Encore récemment, là, j'ai été soumissionné pour un bâtiment où on avait rénové les toitures. C'était couche sur recouche, et la couche la plus enfouie, c'était encore des panneaux amiantés, quoi, hein. Donc voilà, donc, et c'est pas ces travaux ont été faits il y a moins de 10 ans, donc ça veut dire qu'il y a encore aussi des architectes, des concepteurs qui convainquent le maître d'ouvrage. Oh non, laisse, c'est pas grave, on va cacher, ça on va enfouir, ce sera pour le prochain, là. On peut continuer à faire ça, mais voilà, c'est jamais enfouir que de la merde, hein. Donc à un moment donné, ok, ça coûte de l'argent, mais si vous voulez pérenniser votre bien, et en Belgique, l'immobilier reste la valeur la plus sûre en termes de patrimoine. Voilà, il faut un jour se saigner et faire l'effort, enlever ça, et parce que sinon, de toute façon, ça restera marqué dans un document, l'inventaire amiante, et vous allez vendre votre bâtiment, et de plus en plus, de nouveau, hein, les gens, ils voient de l'amiante. Bon, enfin, écoutez, moi, je passe au suivant, quoi, hein. Donc, votre bien, il va rester sur le marché, hein. Vous n'allez pas pouvoir le vendre. Vous aurez fait l'économie de ne pas l'enlever, mais si vous ne savez pas vendre votre bâtiment, cette économie ne servira à rien, en fait. Donc voilà, faire la dépense, ça coûte de l'argent, mais vous allez le récupérer sans doute, et même en gagner plus tard, quand voilà, votre bâtiment sera désamianté complètement, sera isolé, sera sain, et que vous pouvez le vendre avec une belle lettre PEB, qui sera performant, qui ne consommera pas beaucoup d'énergie. Là, il y a des gens qui vont se bousculer au portillon pour venir racheter votre maison, hein. Voilà. Alors, tant que vous l'occupez, vous allez me dire, bah oui, ça ne sert à rien, mais un jour ou l'autre, votre bien, vous allez devoir le transférer à quelqu'un. Voilà, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, plus vous attendez, plus ça coûtera cher pour faire le travail, et plus vous perdrez de l'argent, hein. Voilà. J'ajoute un mot sur l'amiante, hein, pour ceux qui en ont à la maison. Alors, les anciennes maisons, il y en a certainement encore qui traînent par-ci par-là. Donc surtout, il ne faut pas commencer à casser, forer, meuler, disquer dans ces matériaux amiantés. Donc ça, c'est vraiment le message qu'il faut retenir. Tant que le matériau amianté est en bon état, il n'y a pas de dégradation visible, les fibres ne vont pas dans l'air, donc on ne va pas en respirer, on ne va pas risquer de tomber malade. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Encore une question ? Toujours dans cette maison un peu humide, Bicentenaire. elle est au bord d'une route, et cette route, elle est passée vraiment en autoroute. J'habite à Ouillère, et c'est la jonction qui fait Perrouet pour aller à Tournai. Et donc, c'est constamment des voitures, des camions, y compris les tracteurs, etc. Et là où je veux en venir, c'est que quand il y a un camion qui passe, ma maison vibre. Elle bouge. Et je ne suis pas le seul, hein. Le voisin d'à côté, pareil. Et en face, pareil. Ça bouge. Un peu style, dans un tremblement de terre, il faut compter, c'est du 2-3. Vous voyez ? Quand on est couché, Oui, je vois très bien de quoi vous parlez, là. Tout à fait, hein. Quand on est couché, le lit a une vibration qu'on sent très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on devrait avertir la région wallonne, ou je ne sais qui encore, ou la province, pour que, à la limite, que les camions ne passent pas, ce qui fragilise la route, la maison et tout ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la maison n'a aucune fissure. C'est comme ça. Non, alors si c'est une maison dédiée à 200 ans, vous avez très certainement les maçonneries qui sont rejointoyées avec de la chaux. Le gros avantage de la chaux, c'est un matériau qu'on a un peu perdu de vue et d'habitude de l'utiliser. Là, c'est un matériau qui garde une certaine souplesse. Moi, je fais pas mal de dossiers de restauration de bâtiments classés. On est obligé d'utiliser de la chaux, et c'est très bien parce qu'il a des propriétés mécaniques qui sont hyper intéressantes par rapport à du ciment qui devient dur, qui est résistant, mais qui est cassant. La chaux garde une certaine souplesse, on va dire,
dans sa composition. Et donc, les vieilles maçonneries à la chaux peuvent absorber les vibrations sans que ça se voie. Vous auriez sans doute la même maison avec du mortier au ciment, vous auriez sans doute plein de fissures partout, là. Donc, bon, alors tant mieux si vous n'avez pas de fissures, et c'est sans doute parce que il y a de la chaux qui a été utilisée. Bon, de nouveau, vous avez à l'époque, on construisait et on montait les murs directement à même le sol, sans fondation, et donc inévitablement, toutes les vibrations du charroi, qui n'étaient pas le même il y a 200 ans, évidemment, un impact sur votre habitation, enfin sur la manière dont vous l'occupez. Bon, il n'y a pas non plus de nouveau de solution. Soit il faut réduire la vitesse ou le nombre de camions, mais voilà, si c'est une voirie nationale, je doute qu'ils aillent la mettre ailleurs, parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va se plaindre. Donc voilà, à part réduire la vitesse, pourquoi pas. Sinon, il y a effectivement des techniques, mais qui sont hyper onéreux, c'est d'aller renforcer les fondations avec des injections grosses seringues. On va remettre la fondation du bâtiment sur un sol beaucoup plus stable, parce que là, en fait, comme vous n'avez pas de fondation, les vibrations se transmettent sur on va dire sur les 50 ou premiers centimètres de profondeur. Il faut descendre vos fondations plus bas, sur un sol qui n'est pas impacté par les vibrations du charroi. Et donc, voilà, et comme ça, vous supprimez. Mais ça coûte un porte-avions, hein, comme on dit là. Voilà. Donc, oui, ça, c'est les mortiers bâtards. Mais ce n'est pas les anciens, ça, c'est les demi-anciens, là. C'est les demi-anciens, voilà. Merci Bon, David. voilà. Merci. Si vous avez encore des questions, vous les poserez au moment du buffet. Ouais, Avant de laisser la parole à... Reste là. Hein. ouais. Avant de laisser la parole à notre honorable Monsieur Léchevin, on va rapidement présenter le projet qu'on est en train de mener ensemble. Donc, comme voilà, la plupart d'entre vous, vous le connaissez maintenant, puisque vous venez RDC, souvent. Voilà, donc en République démocratique du Congo, donc en 2021, on a créé une association qui est ici basée à Péruwé, pour construire un centre médical à Calais. Donc c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la zone actuellement où il y a beaucoup de conflits. Bon, ça dure depuis 30 ans maintenant, mais c'est encore plus grave actuellement. Donc voilà, ça c'est les plans que David, hein, son bureau nous a préparés. À terme, c'est à ça que ça va ressembler. Hein. C'est quand même très beau, très joli. Actuellement, on a quand même avancé. Donc on a fini les fondations des 2 premiers pavillons. Donc pavillon, pourquoi pavillon? Parce qu'en fait, vu le paysage, David nous a proposé de ne pas faire un gros bâtiment qui sort de terre et qui serait un peu comme un ovni, mais quelque chose qui soit aussi adopté par la population locale, donc des petits pavillons, avec à chaque fois, chaque pavillon aurait une spécificité. Un pavillon pour les urgences, pour les consultations, laboratoires, hospitalisation, etc., etc. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Alors actuellement, vu les conflits qui ont eu lieu ici depuis quelques semaines, voilà, c'est en train de se calmer en tout cas dans la région, mais voilà, c'est toujours pas évident. Donc voilà, pour l'instant, on ne fait rien, mais on va reprendre dès que possible. Vous avez ici l'équipe avec l'entrepreneur qui bosse sur place. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ici les conférences qui ont lieu toutes les 6 semaines environ sont gratuites. C'est l'occasion pour nous de vous dire si le cœur vous en dit, vous pouvez déposer un petit quelque chose dans l'urne qui est là-bas au fond. Et puis comme ça, voilà, il y a toutes les informations sur les réseaux sociaux. On espère que vous puissiez nous soutenir dans ce projet. Je ne sais pas, David, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça. Non, tu as dit ça aussi bien Voilà. que moi, donc voilà. Bon, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, on a présenté voilà. à plusieurs reprises le projet. Donc voilà. Maintenant, je vous laisse la parole, Monsieur Léchevin. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Il a fait l'effort d'être parmi nous ce soir. Merci. Déjà, félicitations pour ce beau projet, en tout cas. Je n'ai pas préparé grand-chose, mais vu le thème de la soirée autour de l'habitat et que je suis échevin de l'urbanisme et du logement ici à Péruwé,
je me suis dit c'est l'occasion d'expliquer un petit peu à un public peut-être différent les nouveautés qui se préparent et qui se profilent en matière d'urbanisme dans toute la Wallonie. Donc il faut savoir que l'année dernière, en juillet 2024, il y a le SDT qui a été voté par la région wallonne et qui va donc changer vraiment la donne au niveau du plan de secteur et des futures constructions qui seront autorisées dans la région. Et donc la tendance générale, bon, vous savez qu'on a des problématiques d'inondation de plus en plus, on a des problèmes de terres agricoles qui deviennent rares, et donc la tendance générale de toute cette loi, ça va être de nous obliger dans le futur à revenir habiter en ville en fait. Donc on dit déjà depuis une dizaine d'années, ça va être fini de faire une maison 4 façades à la campagne, mais maintenant c'est vraiment le cas. Donc on ne pourra en effet plus dans 6 ans maintenant, enfin il reste plus que 5 ans et demi je crois à peu près, on ne pourra quasiment plus, sauf exception rare, construire des maisons 4 façades, la villa typique, dans nos villages. Si on parle de Pérué, ben voilà, dans les villages aux alentours de Pérué. Il y a des zones de centralité qui ont été définies. Donc il y a le centre-ville de Pérué, il y a le centre de Bon Secours et le centre-ville de Ouillère également, qui ont été définis comme les zones où on va pouvoir encore vraiment construire de l'habitat. Vous voyez déjà maintenant qu'on est obligé, sur beaucoup de terrains à bâtir, qu'on voit beaucoup de maisons jumelées qui se construisent. C'est parce que justement, au niveau de la densité des sols, on oblige maintenant quelqu'un qui a un terrain, par exemple de 10 arts, de devoir créer 2 maisons sur cette surface. Et on ne peut plus scinder les terrains comme avant, comme on faisait beaucoup de lotissements. Les petits lotissements de 10 mètres ou 15 mètres de façade et faire beaucoup de maisons de rangées, ça, ce sont des techniques qui vont être finies à l'avenir. Voilà, c'était juste le petit point que je voulais faire. Il y a beaucoup de pourquoi, de comment, c'est très technique les matières d'urbanisme, c'est pas Monsieur Van Hache que je vais devoir l'expliquer. Il y a beaucoup de lois, bon moi ça ne fait que 4 mois que je suis là, donc je suis encore en train d'apprendre toutes ces choses, mais c'est quand même un point très important, parce que je pense surtout aux grands-parents, où voilà, on a une population vieillissante, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont acheté des terrains à bâtir il y a peut-être 20 ans, en disant ben, ce sera peut-être un jour pour mes parents, ou on hérite d'une ferme, on garde les terres de famille, en disant ben, les petits-enfants, un jour, pourront construire une maison dessus. Ben, en fait, ça, on ne pourra plus. Et donc, on a beau avoir un terrain qui est en zone rouge sur le plan de secteur. Vous savez, je pense que sur Wallon Map, vous savez aller voir vous-même le plan de secteur et les zones constructibles ou économiques, etc., ou de zoning. En fait, on ne pourra plus faire ça. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut un petit peu alerter, je trouve, la population, en disant, voilà, si vous voulez encore construire une villa, soit faites-le très vite, ou soit essayez de trouver une autre utilisation pour ce terrain, ou en tout cas, n'investissez plus dans un terrain vierge en disant, mes enfants construiront dans 20 ans, parce que ce sera probablement pas vrai. Donc voilà, c'était juste le petit mot que je voulais faire à ce niveau-là. Oui. Moi, j'y suis personnellement très favorable, mais c'est nouveau, il n'y a pas de règlement communal, et on a très peu de zones à Pérué qui permettent d'en placer. Et donc ça, c'est quand même compliqué, parce qu'il faut quand même un terrain viabilisé, et il faut de l'habitat groupé, justement, il faut pouvoir mettre 5 ou 6 tiny houses ou quoi que ce soit, ou des yurts, tout ce qu'on veut, et c'est difficile de trouver des terrains dans cette situation. Ça doit justement être un terrain à bâtir, parce qu'on a beau dire que c'est une roulotte ou sur roulette déplaçable, malgré tout, ça reste un habitat. Si on veut un domicile, les gens qui vivent là-dedans veulent un domicile et un numéro de maison. Et donc, on doit être en zone habitable et il faut un permis d'urbanisme complet comme pour une maison classique quelque part. Mais j'y suis personnellement favorable. On va réfléchir dans les mois à venir à un règlement communal, mais ce n'est pas gagné. J'ai déjà eu 2 demandes depuis que je suis arrivé parce que dans notre politique générale, on a dit oui, on aime bien les tiny houses. On a déjà 2 demandes, mais je me rends compte en avançant qu'au niveau législation, c'est très compliqué. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations peut-être à ce niveau-là, comment on fait. Et j'ai déjà demandé à d'autres échevins dans d'autres villes de Wallonie comment ils gèrent. Ben, il n'y a personne qui gère vraiment. Il y a certaines villes qui ont fait des parcs. Moi, je trouve que c'est une des idées à développer. Ça pourrait être un terrain communal. On dit, tiens, on crée un terrain, un grand terrain qui serait préaménagé, entre guillemets, pour de l'habitat léger. Je trouve que ce serait une idée très sympa, mais il faut trouver le terrain, il faut mettre ça en place. Mais c'est dans mes idées, oui. Favorable, mais il faut amener un projet. D'ailleurs, il y en a une bientôt à WAM qui sera probablement, enfin j'aimerais bien valider en fait. Il y a une demande à WAM pour un habitat léger et je vais bientôt voir sur place et j'espère que ça pourrait aboutir. On verra. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. On parle beaucoup nombre d'habitats, ils avaient estimé à 700 000 logements manquants pour 2030.
2030 ou 2035. Et il y a une densité de logements à respecter dans des endroits où ça pourrait être transformé en bien plus de logements, parce qu'on normalement on est censé réduire la taille des logements. Ouais, tout à On fait. sait que les gamins maintenant, ils sont plus, enfin, c'est pas mal d'avoir une Des villa, des grands jardins. façade, un grand jardin, ils veulent juste la petite terrasse pour trinquer. Hein. Donc, et à certains endroits, il y a de la place pour faire plus de logements et on est confronté à une densité de logements à l'hectare qui, en soi, n'est enfin, Qui augmente fortement avec le SDT qui va rentrer en vigueur bientôt. Dans les centralités. On pourra faire des immeubles appartements, mais uniquement en centre-ville. Donc les immeubles, voilà, la haute densité dans les villages, mais il n'y aura plus de densité du tout parce qu'on ne pourra plus construire du tout. L'idée, c'est quand même vraiment de garder des terres agricoles vierges. Oui, dans les centres-villes, il va falloir bâtir plus haut. Bah, c'est une tendance, voilà, évidemment, sur 50 ans. Mais l'idée, c'est quand même de rénover l'habitat, justement, vieillissant dont on parlait. C'est de pouvoir... Là, je fais bientôt moi, une rencontre avec des promoteurs et des investisseurs. Et quand je vois toutes les villes, toutes les maisons de rangée dans Péruwelz qui sont à vendre parfois 50 000 euros, tellement elles tombent en ruine et personne ne veut les restaurer, je trouve qu'un promoteur devrait en acheter 5-6. On voit maintenant, parfois, notre centre-ville vieillit tellement mal qu'on voit parfois 5 maisons d'affilée en vente ensemble. Je trouve qu'un promoteur devrait pouvoir oser acheter 5 de ces maisons, tout raser et faire un bel immeuble. Il y a vraiment un beau potentiel de rénovation à ce niveau-là, je trouve. Mais dans les villages, non. On en voit parfois, je pense à Braf, là on voit un espèce d'immeuble, appartement à la campagne, mais ça pousse les gens à avoir ça oblige les gens à avoir une voiture. Il y a une part de mobilité aussi dans l'histoire, où il faut pouvoir aller à l'école à pied, etc. Et donc l'idée, c'est quand même de vivre en ville, de revenir vivre en ville. Dans le Y, là, quand on vient de Roucourt. Ah oui. Un immeuble appartement. Non, Non, c'est des maisons, hein, ça. Ouais, ils ont fait Hectares, oui. 7 maisons. Là. Ouais, c'est 7 maisons sur un petit terrain, ouais. Carré, Ouais, ouais. Non, c'est pas des appartements. Hein. Vous savez que ça fait un peu gros bloc, mais ce sont des maisons, ouais. Alors pourquoi on oblige les maisons justement de lignée en plein centre-ville à être utilisées que comme magasin? Les gens ont le droit d'habiter, mais il faut que les façades soient boutiques. Ça va changer aussi, ça. Parce que ça, c'est pas normal non plus. Non. Ça dépend en quelle zone. Il y a des zones qu'on doit préserver. Je parle de la place de Péruwelz, la petite place de Péruwelz par exemple. Non, il faut quand même qu'on garde un centre-ville commercial. Parce que si on commence à faire des maisons partout... Tout le monde s'en va. Oui, je sais. Mais je vais changer ces règles-là de densification sur certaines zones, mais pas le centre-ville. La Grand Place, elle doit quand même rester commerciale. Si on commence à mettre des maisons partout sur la Grand Place, ben, on n'aura plus de café, on n'aura plus de taverne, on n'aura plus... Voilà. Une Grand Place, il faut quand même qu'il y ait de l'oreca sur la Grand Place. Oui, ben c'est ce dont je parlais, cette rénovation, cette idée de rénovation. C'est vraiment cette zone-là qui est vraiment très très triste. Là, la rue Albert Ier, depuis quelques mois, c'est une catastrophe. Et je vais travailler justement à modifier ce paramètre de densification et les primes liées à la rénovation pour obliger les gens à acheter justement ces maisons de la rue Albert Ier et vouloir les rénover. Enfin, obliger, je n'y arriverai pas. Mais voilà, en tout cas, faire que la tendance soit pour rénover cette partie-là et peut-être plus Beausecours et peut-être plus la partie de la gare, parce que ces zones-là se portent un peu mieux, on va dire. Oui, oui, oui. Il y a déjà des aides. Hein. Il y a déjà des aides de 10 000 euros pour créer une surface commerciale et 5 000 euros pour celui qui s'installe dedans. C'est en plus de la région wallonne. Hein. Donc c'est toutes les aides de la région wallonne, plus la ville donne 10 000 euros, donc 50% du montant de vos travaux. Donc si vous investissez 20 000 euros, la ville donne 10 000 euros. Et j'ai entendu aussi que les commerçants, ils avaient droit à des aides aussi. Oui, 5 000 euros. Il y a 5 000 euros pour l'exploitant et 10 000 euros pour le propriétaire. Et vous n'avez pas parlé des travaux de la rue, là, justement, bientôt, là, vous allez commencer? Si, mais on n'a pas encore de date. Ouais. Ça, ouais. J'en sais rien du tout. Je vois le ministre la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour justement mettre ça sur la table. Parce qu'il y a des choses qui ont été promises qui ne sont finalement pas dans les faits. Dans les faits, maintenant que le chantier doit commencer, ils disent « Ah oui, mais ça on fera pas, ça on fera pas, ça on fera pas ». Et là, nous, on a dit, enfin nous, c'est pas nous, ça avait déjà été postposé. Mais dans ce qu'ils exigent maintenant, nous, on n'est pas d'accord parce qu'on dit, voilà, est-ce que vous avez un écrit de ce que vous dites? Est-ce que ça a été négocié avant? Et pourquoi est-ce que vous ne faites pas telle chose, telle chose? Et bon, soi-disant, les enveloppes budgétaires ont changé, mais on n'a pas de version officielle. Et on devrait remettre de l'argent tout plein à la ville, et on n'est pas d'accord, évidemment.
de lancer un chantier. Si jamais après il se termine jamais, ben, ça va être une catastrophe pour la ville. Et donc il faut qu'on soit certain, si on commence les travaux, qu'ils vont se terminer dans les meilleures conditions possibles, que ce soit pour les habitants, les commerçants, enfin pour tout le monde de toute façon, pour l'image surtout de la ville aussi. Et donc là, je vais voir le ministre bientôt pour parler de ça et savoir exactement cette histoire d'enveloppe, ce qu'il en est, etc. C'est une matière très sensible et de haute, hein, c'est la toute première importance pour Pérué dans les années à venir, évidemment. Le contournement aussi. Bon, voilà, on surveille ça de très près, mais pour l'instant, je n'ai pas d'infos à vous donner. Voilà, voilà. Oui. Un appartement, apparemment. Ah non, dans la rue Gabriel Boni, dans le fer à cheval. Oui, c'est ça. C'est ça sans doute. Donc oui, c'est en face du foot, si on veut. Ouais. C'est en cours de négociation aussi. Il y a différentes pistes de réflexion. Il y a un comité de riverains qui s'est créé. Bon, c'est passé un peu dans la presse et tout ça. Le projet, pour moi, tient la route, mais demande plus d'études hydrologiques. Là, j'ai exigé une étude hydrologique déjà du sol et du coin pour voir, parce qu'il y a un problème d'inondation potentiel, mais voir s'il y a un vrai impact avec ce nouveau bâtiment, oui ou non. Enfin, c'est 6 petits bâtiments. Hein. C'est 6 bâtiments de 4 appartements. Enfin, en gros, soit c'est 3 x 4 et 2 x 6, je crois. Mais enfin, bon, voilà. En gros, c'est 24 logements. Maintenant, voilà, on a 6 riverains qui sont contre le projet, mais on a peut-être 24 potentielles familles qui peuvent venir vivre dans des bonnes conditions, dans un cadre magnifique. Ça pourrait peut-être être positif pour la région et pour la ville. Moi, j'aimerais bien habiter dans cette rue-là et pouvoir mes enfants aller à pied à l'école, avoir le parc pour aller se balader, pour courir juste autour. C'est vraiment une belle zone pour venir habiter. Mais on est en train de discuter aussi avec le promoteur, trouver une autre solution, peut-être d'urbanisation à cet endroit-là. C'est le fer à cheval dans le boulevard Léopold III, oui. Oui, ben oui, il y a cet horrible bâtiment, là, sans doute le bâtiment le plus laid de Pérué, j'imagine. Il y a un immeuble appartement, là, de 30 appartements qui date des années 60 ou 70, qui est vraiment un chancre en plein centre-ville. Bon, voilà, celui-là, il est là, on va pas pouvoir le faire démolir, mais si c'est pour faire mieux à côté, ça serait quand même bien, quoi. Bon, essayez de le cacher un peu aussi. Enfin, on ne le voit pas trop, donc ça va. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps, je pense. Voilà, prochaine conférence, vous notez dans votre agenda, c'est le 7 juin 2025. On aura l'occasion de recevoir une juriste qui vient aussi de Bruxelles. Donc le thème de la soirée, de la conférence, ce sera les aspects juridiques de la liberté d'expression. Donc je vous invite encore une fois à venir. Et puis pour le restant de l'année, évidemment, durant l'été, on va faire une coupure. On reprend le 20 septembre, ce sera moi qui vais vous présenter un sujet sur les apnées du sommeil. Je suis certain que dans la salle, la moitié, vous êtes atteints de ce syndrome. Et je ne plaisante pas. Le 25 octobre, nous allons recevoir Fabrice Nolac, qui est ingénieur en génie logiciel, qui est là ce soir. Il est dans la cuisine, là-bas, il est en train d'arranger le buffet. Il va nous présenter un sujet sur l'intelligence artificielle, opportunité ou menace. Et alors, le 13 décembre, on reçoit le professeur Samuel Fourfari, qui était déjà venu lors de la toute première conférence qu'on avait organisée l'année passée, donc qui est ingénieur géopoliticien de l'énergie, passe très souvent dans les médias. C'est un ami depuis quelques années. Et il va nous parler de tout ce qui est climat, CO2, COP30. Voilà, quelles conclusions tirer des politiques climatiques. Donc ça, voilà, vous avez un programme qui est quand même très intéressant, et l'année prochaine, en 2026, ça le sera encore plus. Voilà, merci beaucoup. Mais vous pouvez attaquer le buffet maintenant, vous avez faim.